Si vous vous intéressez au sujet, je vous conseille le bouquin qui est marqué là, de Nick Kizu, qui vous permet justement d'appréhender les concepts les uns après les autres et d'aller du plus simple au plus progressif, tout en s'arrêtant au plus simple. Il y aura des exemples un peu là-dedans et vous expliquer que même avec des concepts très simples, vous pouvez faire déjà des choses qui visuellement sont très intéressantes et très utiles. Enfin, pour les personnes qui sont intéressées plus dans le côté diagramme, et ça c'est un point qu'on utilise par exemple dans la société actuelle Zenly sur le back-office, vous avez envie de représenter des statistiques, des diagrammes sur les nouveaux utilisateurs, les DAU, les DNU, le taux de rétention, tout ça c'est important pour la marge du business quand on est un peu data-driven. Vous avez un layer qui est un peu au-dessus, qui s'appelle NGD3, et qui est orienté véritablement vers les charts. Donc si vous avez envie de vous dire, je vais d'abord faire quelque chose orienté sur les charts, partez sur NGD3. Ça vous évitera de rentrer dedans et ça vous permet déjà d'avoir une appréhension des concepts qui sont à l'intérieur. Parmi les concepts, le principe le plus important, c'est que c'est en fait c'est une librairie qui, quand vous avez une page avec HTML/SVG, parce qu'il y a du SVG là-dedans, elle va associer des données à un élément du DOM. Et ça, c'est vraiment la partie sur laquelle je vais passer quelques minutes là-dessus, de dire quel est le schéma d'association de données par rapport à un élément du DOM. Vous voulez visualiser quelque chose, vous avez un set de données, soit il est statique, soit il peut bouger. Si vous mettez un stream de continu, par exemple, de données que vous présentez en temps réel. Donc c'est important, quand vous avez notamment un stream qui change en temps réel, de pouvoir vous dire, il y a des données, elles ne sont plus affichées à l'écran, il y a des nouvelles données qui vont arriver à l'écran, et chaque fois, vous n'avez pas envie de vouloir dire, je vais tout repasser, refaire un rendering à partir de zéro et tout remettre à l'écran. Il y a aussi un ensemble de facilités qui est présent dedans. Un bon moyen d'aborder une librairie comme D3JS, c'est notamment d'utiliser ces facilités en termes de sélection, donc avec des sélecteurs CSS un peu à la jQuery, enfin bien connu de toutes les librairies. Il va beaucoup plus loin, je veux dire, parce qu'on voit que la sélection permettra aussi, on va voir que la sélection permet aussi de manipuler les données, mais la sélection, c'est un moyen de dire si je veux rentrer dans ce monde-là, souvent un gros monde, c'est mon premier point d'entrée, ça me permet d'avoir une approche facile du sujet. Ça brille, bon, comme je disais, c'est une librairie qui fait des datas. Donc c'est une librairie dont en fait le système d'output est peu important. On pense souvent que c'est associé du SVG, mais vous pouvez faire des bar charts tout simplement avec des divs en HTML et ça marche très bien et ça fait des synthèses. Voilà. Le plus important, c'est le modèle d'association de données. Donc en fait, quand vous faites de la visualisation de données, c'est simple. Vous avez d'un côté des données qui sont décrites en mémoire, qui représentent ce que vous voulez représenter. Souvent, c'est dans un format JSON, plus ou moins, avec un dictionnaire, des tableaux de dictionnaires, ou des dictionnaires de dictionnaires, des structures hiérarchiques. Et puis, vous avez ce qui va être affiché à l'écran. Là où D3 est vraiment intéressant, comme je vous disais, c'est qu'il vous permet, en gros, de dire il y a les données dans la mémoire, il y a les données affichées dans l'écran. Quand est-ce que je décide de faire passer l'une vers l'autre? Et quand est-ce que je décide d'adresser l'une ou l'autre? Donc finalement, si on regarde, on a les données dans le Data World, dans le Visual World, et avec D3, vous avez un moyen facile d'accéder au fait de dire j'adresse les données qui sont juste dans le Data World et pas encore représentées à l'écran. Donc ça vous évite d'aller faire des parsings et tout ça, et d'aller chercher en fait qu'est-ce que je dois afficher, quel est le détail que je dois calculer. Ça vous permet aussi de sélectionner l'intersection entre les deux, et de vous dire, finalement, je décide de modifier, ça c'était rouge, c'est devenu vert, ou n'importe quoi, si vous voulez faire une animation en temps réel. Et puis des fois, vous pouvez adresser ce qui est représenté dans le monde visuel et ce qui n'est plus dans le monde des données. Si mettons que vous avez un flux de données, il y en a qui ont disparu, vous n'avez pas à faire tout le parsing pour vous dire qu'est-ce que je dois prendre pour enlever, pour effacer et faire toutes ces opérations à la main. D3 va vous aider facilement là-dessus. Je vais prendre un petit exemple très simple. On va faire un tout petit bout de code. Donc on va juste créer un ensemble de petits points à l'écran et puis on va faire ces trois opérations qui vont être de dire je vais d'abord afficher les données qui sont dans ma mémoire et qui ne sont pas représentées à l'écran. Après je vais modifier les données à l'écran et puis en même temps en rajouter quelques-unes, faire un petit appel et puis après je vais en enlever une part. Alors. Hop, il faut que je fasse passer ça, parce que je pense ça. C'est dur comme ça, ce que vous voyez? Non, c'est pas du tout. Voilà. Donc en fait, je vais mettre le code à côté, ça va être rapide, c'est juste pour vous expliquer le principe. Voilà. Donc on va dessiner, on a un ensemble de données qui est représenté par juste un point qui va représenter l'abscisse l'ordonnée, un rayon d'un cercle et une couleur pour un cercle. On va représenter là un ensemble de cercles à l'écran qui va représenter je sais pas, une population quelconque, peu importe, après c'est le sens et le sens du business. Si on est là
et qu'on veut représenter à la clé. Donc on va faire d'abord la notion de dire j'ai mes données, je veux les afficher à l'écran. Enfin, je veux sélectionner les données qui ne sont pas affichées à l'écran, je veux les afficher. Donc on va faire ça avec Hunter. Donc vous sélectionnez vos données, vous sélectionnez en fait ce qu'aurait, vous faites une sélection, vous sélectionnez en fait ce que devrait être la représentation de vos données, mais vous associez le set de données qui n'est pas encore affiché à l'écran. Donc c'est une partie un peu compliquée, qui au début peut être contre-intuitive, et qui vous permet, je vais essayer de revenir, c'est pas très facile comme ça, voilà. Hop. Voilà, donc c'est cette partie-là qui veut dire sélectionne-moi les cercles, attribue les données qui sont celles définies là, et puis Enter, ça va vous dire donne-moi les données qui n'ont pas encore été affichées à l'écran. Et après, vous faites vos opérations qui va consister à faire l'affichage en disant je veux un cercle avec, en termes SVG, avec tel rayon, telle position, abscisse ordonnée, tel type de couleur pour le final. Si vous voulez les modifier, on va passer rapidement sur le code, ben, soit vous sélectionnez les données qui sont déjà là, donc là on reprend data, et on va modifier les attributs directement. Donc là, vous avez une sorte de programmation où à l'intérieur d'attributs, vous avez un callback qui est appelé pour chaque élément qui va être affiché à l'écran. Soit vous voulez dire, je vais modifier les données elles-mêmes, et à ce moment-là, vous allez refaire une opération d'Enter dessus, qui va vous donner les données qui ne sont pas encore affichées à l'écran, et vous allez réappliquer le même truc pour les réafficher. Voilà. Là où c'est, donc on fait ça, hop, on va faire un update, et donc vous avez transformé au cercle. Là où c'est sympathique, c'est que d'une certaine manière, vous n'avez pas eu à calculer le delta, vous n'avez pas eu à calculer la différence. Si vous regardez le DOM, vous avez vraiment 4 objets. Et si vous regardez en plus les objets, vous verrez que sur les objets qui étaient écrits de manière initiale, il y a toujours les mêmes données associées, qui n'étaient pas forcément les couleurs jaunes, mais qui étaient les couleurs originales, les données véritablement associées, qui étaient le rouge, le vert et le bleu. Voilà. On peut aussi enlever une partie, donc là je dis simplement, dans la partie, je ne sais pas si c'est du schéma avec les data visuels, le data word et le visual word, je dis je veux enlever, j'enlève des parties de mes données et je vais effacer ce qui a été à l'écran. Donc ça c'est la dernière partie. Je vais revenir là. Voilà. Vous avez une fonction de det. Donc vous dites voici ce qui reste en fait au final. Il va me calculer mon delta. Je sélectionne, c'est là. Voici les données qui vont me rester. Je sélectionne à exit, c'est montre-moi le delta, donne-moi le delta de ce qui est à l'écran pour après en faire quelque chose. Et le remove va me permettre de les enlever. Donc ça, c'est les principes de base de 2.3.js. Je vais revenir là-dessus. Hop. Et voilà. Et puis on retrouve, on enlève juste les parties qui sont à la fin, on reste là-dessus. Bon, j'ai passé un peu de temps là-dessus, parce qu'en fait, si vous désirez aborder cette librairie, c'est vraiment la partie la plus importante à comprendre. Et comme je vous dis, quand vous regardez les pages d'exemple dedans, vous allez probablement être très séduit, comme tout le monde d'ailleurs, par le côté fancy des graphiques, mais d'une certaine manière, quand vous n'avez pas compris ça, vous aurez du mal à faire des schémas qui vont évoluer en temps réel, qui vont être pertinents pour le regarder, vous allez faire surtout des trucs statiques. Je vais quitter un peu ce monde-là du code, qui était, donc je vais essayer de faire très court, pour plus revenir au cœur, en disant... Voilà. En disant comment ça m'a aidé, moi, dans mes projets, en fait, comment ça m'a servi de source d'inspiration, puisque c'est le titre de cette conférence, et je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Un premier exemple, c'est l'utilisation des échelles dans D3. Alors les échelles, c'est simplement des fonctions, au sens mathématique du terme, qui vont vous associer à un domaine. On est abscisse, un domaine en ordonnée. Abscisse, il faut comprendre data word, ordonnée, il faut comprendre visual. Il y a plein de types d'échelles possibles. D3 vous donner beaucoup de facilité. Il va vous donner par exemple le fait de dire je veux des échelles linéaires, je veux des échelles logarithmiques, je veux des échelles exponentielles. C'est très bien quand vous voulez représenter des phénomènes naturels, les croissances, les différents types de croissance. Est-ce que ma boîte croît de manière exponentielle? Bon, si on veut faire ça avec D3, mettons une scale idéale et puis essayons de voir ce qui se passe. Et puis également, là où c'est intéressant, c'est que ça vous permet d'interpoler à l'intérieur, la librairie vous permet d'interpoler différents types de données. Vous voulez faire des représentations, par exemple, avec des couleurs, où un niveau de couleur va représenter l'intensité d'un événement, ou je dirais, le niveau d'une valeur. L'utilisation d'échelle, vous n'avez pas besoin de faire les calculs vous-même sur les composants RGB, RGBA ou n'importe quoi. L'utilisation d'une échelle va tout de suite faire que les trois vous générez en disant si j'ai des valeurs qui vont de 0 à 10 et que ça va, mettons, du bleu foncé au bleu clair, il va calculer toutes les valeurs intermédiaires pour vous. Donc là, c'est un point intéressant. Là où, donc voilà, un exemple d'échelle, bon, c'est assez facile, donc ça fait tous les calculs pour vous. Et
Le point d'application pour moi, ça a été dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure, NefoRider. Donc NefoRider, c'est un logiciel qui vous permet, on doit faire de pub, de toute façon je ne travaille plus dessus, donc il n'y a plus de pub. C'est un logiciel qui vous permet d'avoir une vue synthétique de ce que c'est, de ce qu'il y a dans votre infrastructure Amazon sur le cloud. Un des points que les gens veulent toujours savoir sur le cloud, c'est combien ça coûte. Dans la conf précédente, vous allez scaler combien ça coûte, et si vous voulez regarder sur Amazon combien ça va coûter, vous allez être obligé de regarder, de prendre toutes les instances, les modèles d'instances, d'aller dans la page de prix, de faire une association, de voir ça. Donc on s'est dit, on va représenter ça graphiquement, et on va représenter ça suivant les éléments et le type des éléments qui va être affiché. Ce genre de diagramme, en fait, c'est simplement sur une infrastructure le prix total, et en jaune vous avez donc tout ce qui correspond au load balancing, en orange sur le compute, en rouge sur les disques, et en bleu sur les bases de données, qui sont les couleurs traditionnelles d'Amazon. Faire ce genre de graphe avec des trois, c'est vraiment trois, je dirais, c'est manipulation de trois échelles. En fait, il suffit de dire, j'ai une représentation de mes données où à chaque objet je vais associer un coût, un UID qui me permet après d'afficher un type pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, et puis un point de départ, xstart, et puis une valeur qui va être le cost. Il y a une petite subtilité là-dedans qui consiste à dire, si j'ai un objet qui me coûte vraiment trop peu cher, je vais quand même lui donner une petite largeur minimale à l'écran en mettant un point. Donc il faut faire 2 passes sur les données pour pouvoir recalculer, je dirais, le coût réel et le coût affiché, qui va vous permettre de présenter tous les éléments à l'écran. Mais la simple utilisation des échelles dans D3 vous permet tout simplement de créer ce genre de diagramme, d'avoir l'idée de ce genre de diagramme et d'implémenter ça en à peu près, je dirais, une heure, une fois que vous avez appuyé ça correctement. Il y a plein d'autres exemples qui sont possibles, de plus en plus compliqués. Et là, je vous conseille, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller regarder à peu près la page d'exemple de D3, où tout d'un coup, vous allez être overwhelmed, comme on disait en anglais, en disant, moi je veux faire ça, je peux faire ça et représenter ce type de choses. Un truc qui est important, c'est d'arriver à comprendre finalement quel est l'usage de chacun des diagrammes. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un diagramme qui s'appelle corps diagramme. Le corps diagramme, il vous permet de mettre quel est l'usage de relations entre deux populations. En gros, l'exemple qu'ils prennent, c'est est-ce que les hommes qui ont des cheveux noirs se marient avec des femmes qui ont des cheveux noirs, ou avec des cheveux blonds, ou avec des cheveux roux, ce genre de choses. Donc, dès le moment où vous avez à mettre, par exemple, nous, dans le cas de Zenly, qui est une plateforme de géolocalisation en temps réel, on a des utilisateurs iOS, on a des utilisateurs Android. Si vous voulez savoir les groupes de sécurité sur Amazon. Alors un groupe de sécurité, c'est simplement ce qu'on appelle un firewall, enfin, c'est le nom Amazon du firewall, qui va permettre de dire quand vous avez une instance, quelles autres instances vont être capables d'accéder à cette instance, suivant quel port et suivant quel protocole. La représentation classique qu'on a, c'est une liste, comme celle que vous voyez à gauche. Le problème quand vous avez une liste, c'est qu'il faut la scroller, ça devient très long, et ça devient, il faut lire tous les chiffres, et vous ne savez plus si c'est les mêmes machines. Donc finalement, l'idée, c'est de dire, je vais utiliser tous les arcs, les pailles, les layouts de D3JS pour essayer de représenter ça de manière unifiée sur simplement un demi-cercle. Je mets ma machine au milieu et de voir en disant qui peut l'accéder. Vous avez 3 niveaux, vous avez les machines qui ont accéder, le protocole et puis derrière les ports sur lesquels ça peut accéder. C'est utilisé entièrement. Alors les arcs, je vais en parler un peu plus après, mais en gros, vous avez plusieurs niveaux. Vous pouvez passer genre 2 semaines, 3 semaines à faire juste des arcs avec des 3 et vous n'aurez toujours pas fait le tour. Parce qu'il y a plusieurs façons de les faire. Soit j'utilise des arcs directement avec des générateurs d'arcs qui vont vous dire voici, si je décide d'avoir un arc et des positions, ça va me générer l'attribut DSVG qui doit être mis à l'intérieur de mon élément. Vous pouvez avoir aussi des objets qui vont être des pailles, qui vont calculer directement les layouts de manière normalisée, en disant finalement si j'ai mon ensemble de protocoles et que j'attribue une valeur de 1 à mes protocoles,
et bien finalement, quels vont être les angles pour chacun des protocoles et les angles après pour les éléments en dessous, enfin pour les éléments au départ, pour suivre toute la hiérarchie. Et puis vous pouvez faire des choses plus complexes qui s'appellent des sunbursts, dont je montrerai un exemple à la fin, qui vous permet carrément en un seul coup de calculer toutes les positions à l'écran des données associées à quelque chose de totalement hiérarchique depuis le début. Mettons, quand vous voulez observer une population, dans laquelle je vous montrerai, c'est une population de téléphone. Voilà. Le plus important, comme je vous disais, c'est la présentation des données de manière hiérarchique. Donc là, on a 3 niveaux de données, les adresses, les protocoles, les ports. Et puis chacun possède un nom qui va expliquer ce que c'est, et puis des enfants. Donc les adresses seront les protocoles en enfant, les protocoles, les ports en enfant, et le poids associé. Le poids, j'ai considéré dans cet exemple que le poids c'était simplement 1 pour chaque type de protocole, mais on peut tout à fait dynamiquement changer les fonctions de poids associées à un layout dans D3JS. Si vous voulez dire par exemple de représenter de manière dynamique quel est le pourcentage de trafic qui est passé à travers tel port, vous pouvez juste changer le poids, ça va tout redessiner, vous n'avez rien à faire. En termes de code, il y a 2 éléments importants. Donc, le premier point, c'est le fait de dire, je vais devoir représenter dans la layout à l'écran. Donc là, vous allez utiliser des générateurs d'arc. Le générateur d'arc, c'est celui qui finalement va prendre des coordonnées normalisées issues de vos données et va vous donner les segments des SVG qui vont devoir être affichés à l'écran. Vous n'allez pas à les calculer vous-même. Les 3 vous donnent tout ça. Il ne va pas vous faire l'affichage. Il ne va pas vous dire que ce soit du bleu, du vert, des pointillés ou n'importe quoi. Il va juste vous donner les éléments que vous pouvez utiliser après pour afficher. Pour arriver à utiliser et à projeter ces données sur des arcs, il faut d'abord avoir une répartition radiale normalisée en disant si j'ai tel élément, mettons tel port à tel point, ça va correspondre entre tel angle et tel angle, entre guillemets plus ou moins un angle solide de loin. Et donc ça c'est le layout de paille qui va le calculer. Et ce que vous voyez à la fin, c'est que d'une certaine manière, c'est l'association des deux, le fait de dire j'ai mes données hiérarchiques, que par exemple les data adresses, si je prends le layer d'adresse, je les passe dans le layout de paille de D3, qui lui va me calculer ces versions normalisées des 3 segments que je dois avoir. Et après, toujours pareil, on reprend le schéma de dire je vais afficher ça à l'écran, donc je sélectionne ce qui n'a pas encore été affiché à l'écran avec le enter, et je vais attribuer les passes au sens SVG, et c'est le layout même du générateur d'arc qui va me donner les coordonnées affichées à l'écran. Voilà. Enfin, le dernier exemple, c'est le dernier exemple qui vont aller plus loin dans D3 et sont des exemples sur la représentation hiérarchique des données. Et là, vous pouvez voir en disant finalement on est parti de trucs assez simples, on est parti d'une scale, d'une échelle, et puis on arrive à des générateurs d'arc, et puis il y a un moment où on se dit mais j'aimerais bien avoir, on va faire tous ces beaux dessins que je vois sur leur site web. Ils ont donc la librairie comprend donc des objets qui s'appellent des layouts. Et les layouts, c'est pareil, ça va calculer en fait des coordonnées, des coordonnées de cellules, des coordonnées d'objets que vous allez après recevoir directement, sur lesquels vous mettez en entrée finalement une représentation hiérarchique de vos données. Vous allez recevoir ça directement dans le callback D3 et après vous allez les afficher à l'écran ou afficher plusieurs objets. Quand je dis afficher plusieurs objets, c'est que finalement il y a des fois où si vous dites je vais représenter un arc, vous allez devoir représenter d'abord un élément pass SVG, puis après vous allez devoir représenter un texte qui va faire une légende et qui va être mis dessus. Là pareil, il y a beaucoup de facilités qui vous permettent d'un coup de dire mais est-ce que mon texte va être représenté horizontalement, suivant l'axe, inversement à l'axe, etc. Voilà. Les layouts, c'est très intéressant pour tout ce qui est données hiérarchiques, et je vais juste vous mentionner 3 types de layouts. Alors le premier c'est le treemap. Donc le treemap, je passe directement, c'est utile quand vous représentez une représentation hiérarchique d'objets et que vous la faites tenir dans un rectangle. Ça, c'est un exemple qui a été tiré de NefoRider, donc où là, je voulais savoir une vue synthétique de finalement quelle est la puissance de calcul disponible sur l'ensemble de mes machines. Et puis, je veux savoir comment il était consommé aussi. Donc, la répartition elle consiste à dire, d'un côté, j'ai des instances et de l'autre, j'ai des bases de données. Chacune va avoir des modèles, donc ceux qui connaissent Amazon, C4X large, Medium, I2X large, enfin peu importe, c'est le nom des modèles Amazon. Et à chaque modèle est associée une puissance de calcul. Donc j'attribue un poids qui correspond à la puissance de calcul globale pour un ensemble de modèles. Et puis là-dessus, D3 va me donner, en fait, va m'appeler à chaque fois en disant voici le rectangle, le nœud, entre guillemets, qui va correspondre aux données que tu veux afficher pour cette machine. Et derrière, je peux passer un outil qui va permettre après d'avoir l'information complémentaire pour afficher un outil.
Donc voilà, c'est très simple. Vous avez pareil, le premier point, c'est de dire quelle va être ma hiérarchie. Vous partez d'une hiérarchie à 2 niveaux, donc avec les instances et les bases de données. Après, vous allez rajouter les puissances de calcul, vous allez attribuer un poids. Encore une fois, vous êtes capable de choisir, là vous le voyez en poids, à la fin, quelle va être primat value, va vous dire quelle est la valeur qui va me donner mon poids. Je choisis ici que c'est la puissance de calcul, mais si je veux juste dire le nombre de machines, je vais faire une répartition sur le nombre de machines, je vais rajouter une longueur là-dedans. Il va vous générer donc des nœuds qui vont être toutes les coordonnées qui vont être utilisées, et ça c'est appelé pour après de bonne pratique à afficher à l'heure. Dernier exemple, c'est la même chose en termes radial. Ce qu'on appelle des sunbursts, donc ça on utilise chez Zenly c'est une plateforme qui marche avec des téléphones mobiles. On veut savoir quelle est la répartition d'iOS, Android et quelle est la répartition depuis le début. Donc ça change en fait tous les jours. De manière hiérarchique, avec des 3, on arrive simplement à créer une fonction JSON, à passer ça à 3 exemples des 3, et puis on réfléchit là-bas en disant finalement c'est l'iPhone 6 qui est le plus utilisé sur la plateforme aujourd'hui. Voilà. Il y a plein de trucs en plus sur une librairie comme D3. Vous avez des données hiérarchiques comme des arbres, vous avez des transitions qui vous permettent de l'animer, vous avez le fait de représenter des axes, qui sont très importants pour la compréhension, vous avez le fait de pouvoir afficher des sources diagrammes, où vous tirez, ça a des effets, ça relâche, il y a de l'élasticité et tout ça. Je sais que je suis resté à la surface, je vais juste pouvoir vous dire entre le principe de base de manipulation des données et finalement quelques exemples tirés juste de ces principes de base. Le but est de vous encourager à regarder ça et explorer ça pour adapter à vos besoins. Merci.